Esther Tunasi brise le silence et révèle les pratiques occultes qui auraient marqué son mariage avec Marcelo Tunasi. Dans un témoignage bouleversant, Esther Tunasi a enfin pris la parole pour raconter les pratiques occultes qui auraient affecté son mariage avec Marcelo Tunasi. Ces révélations mettent en lumière un univers mystérieux et inquiétant, jusqu'alors tenu secret, et suscitent de nombreuses interrogations au sein de la famille et de la société. Tu es pauvre! Tu es venu à pied! Tu vas rentrer à pied! Tu n'as même pas l'argent pour manger après le jeûne! Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant inattendu dans l'évolution de cette affaire qui n'en finissait pas de faire parler. Alors que beaucoup pensaient que l'intérêt du public allait naturellement décliner avec le temps. C'est exactement l'inverse qui se produisit. Une nouvelle vague de commentaires, plus intense et plus organisée que les précédentes, vint relancer le débat avec une vigueur surprenante. Ce regain d'intérêt n'était pas le fruit du hasard. Il correspondait à l'apparition de nouveaux éléments dans l'espace public, des éléments dont personne ne pouvait encore mesurer exactement la portée ni la fiabilité, mais ce qui suffisait à entretenir la flamme d'une curiosité collective qui semblait insatiable. Des captures d'écran circulaient dans un quantité restée à courir, des extraits de conversations supposément privées étaient partagés, des témoignages autant anonymes continuaient d'affluer de toutes parts. Dans ce contexte particulièrement agité, la question de la vérité devenait de plus en plus centrale. Qui disait vrai ? Qui cherchait à manipuler l'opinion, qui avait réellement accès à des informations fiables et qui ne faisait que répéter ce qu'il avait entendu ailleurs. Ces interrogations fondamentales traversaient désormais tous les débats, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà difficile à saisir dans sa globalité. Certains observateurs commencèrent à s'inquiéter sérieusement de la direction que prenaient les choses. Ils voyaient dans cette accumulation de rumeurs non vérifiées un danger réel, non seulement pour les personnes directement concernées, mais également pour l'ensemble de la communauté. Lorsque la frontière entre information et désinformation devient aussi poreuse, lorsque n'importe qui peut affirmer n'importe quoi sans avoir à en apporter la preuve, c'est la confiance collective qui en pâtit en premier. Ces voix prudentes et mesurées se heurtaient cependant à une réalité difficile à ignorer. Dans l'économie de l'attention qui caractérise notre époque, ce sont rarement les propos nuancés et responsables qui retiennent le plus longtemps l'intérêt du public. Les affirmations tranchées, les révélations supposément exclusives et les jugements définitifs trouvaient un écho beaucoup plus large et beaucoup plus immédiat que les appels à la prudence et à la vérification des sources. Cette dynamique alimentait un cycle particulièrement difficile à briser. Plus les rumeurs circulaient, plus elles généraient de réactions. Plus les réactions étaient nombreuses, plus elles attiraient l'attention sur le sujet. Et plus le sujet était au centre de l'attention, plus il encourageait la production de nouveaux contenus, fiables ou non, qui venaient à leur tour alimenter le cycle. Au milieu de cette spirale, des personnes qui connaissaient réellement la situation commencèrent à exprimer leur exaspération. Elles voyaient comment des éléments sortis de leur contexte, mal compris ou délibérément déformés, étaient utilisés pour construire des narrations qui n'avaient parfois que très peu à voir avec la réalité. Mais leur capacité à rectifier le tir était limitée. Chaque démenti, chaque tentative de remettre les choses dans leur contexte était immédiatement récupérée et réinterprétée par ceux qui avaient intérêt à maintenir la confusion. Dans les milieux religieux, cette situation commençait à susciter des réflexions plus profondes sur la manière dont les communautés de foi devaient gérer ce type de crise à l'ère des réseaux sociaux. Des pasteurs, des responsables d'organisations chrétiennes et des théologiens commencèrent à partager leurs analyses et leurs recommandations. Ils insistaient sur l'importance de maintenir des canaux de communication clairs et fiables, de ne pas laisser le vide informationnel être comblé par des sources non vérifiées, et de rappeler régulièrement les valeurs fondamentales qui devaient guider les comportements au sein de la communauté. Ces réflexions étaient précieuses et nécessaires, mais elles arrivaient dans un moment où les esprits étaient déjà largement échauffés, et où la capacité d'écoute de chacun semblait réduite par l'intensité émotionnelle du débat en cours. Il aurait fallu beaucoup de patience et de persévérance pour que ces messages de sagesse parviennent à traverser le bruit ambiant et à toucher réellement les personnes qui en avaient le plus besoin. Pendant ce temps, la vie continuait. Les services religieux se déroulaient normalement. Les programmes d'enseignement et d'aide aux personnes dans le besoin se poursuivaient. Les familles continuaient de se retrouver pour partager leur foi et leur soutien mutuel. Cette normalité apparente contrastait fortement avec l'agitation qui régnait sur les réseaux sociaux et dans les discussions informelles. Mais cette normalité était en partie illusoire. Ceux qui participaient à ces rassemblements remarquaient bien que quelque chose avait changé dans l'atmosphère générale. Des conversations s'arrêtaient brusquement lorsque certaines personnes approchaient. Des regards s'échangeaient chargés de significations non dites. Des groupes qui se réunissaient habituellement sans aucune tension semblaient désormais traversés par des courants souterrains difficiles à identifier, mais impossibles à ignorer. Ces signes subtils mais persistants témoignaient de l'impact réel que l'affaire avait sur le tissu social de la communauté. Même ceux qui affirmaient ne pas s'intéresser aux rumeurs et aux débats qui agitaient les réseaux sociaux se retrouvaient inévitablement touchés par les ondes de choc que provoquait cette situation. L'atmosphère générale s'en trouvait alourdie d'une manière que les mots avaient mal à saisir précisément.
Dans ce contexte délicat, certaines personnes prirent sur elles d'assumer un rôle de médiateur informel. Sans mandat officiel ni reconnaissance particulière, elles cherchèrent à créer des espaces de dialogue où les différentes sensibilités pourraient s'exprimer de manière constructive. Ces initiatives modestes mais sincères témoignaient d'une volonté réelle de ne pas laisser les divisions s'approfondir au point de devenir irréparables. Ces efforts de médiation rencontrèrent des succès variables. Dans certains contextes, ils permirent d'apaiser des tensions et de rétablir des ponts qui semblaient sur le point de s'effondrer. Dans d'autres situations, ils se heurtèrent à des résistances trop fortes pour être surmontées rapidement. Mais leur existence même témoignait d'une résilience collective, d'une capacité à ne pas se laisser complètement submerger par les forces centrifuges qui cherchaient à diviser. L'un des aspects burrédesques les plus révélateurs de cette période fut la manière dont elle mit en lumière les différentes conceptions de ce que devait être un leader religieux dans la société contemporaine. Pour certains, un pasteur restait avant tout un guide spirituel dont la mission principale était d'enseigner, d'accompagner et d'inspirer sa communauté. Sa vie personnelle, dans cette vision, relevait d'un domaine distinct qui ne regardait que lui et ses proches. Pour d'autres, la figure du pasteur était indissociable d'un certain idéal de vie, d'un témoignage vécu qui donnait de la crédibilité à ses enseignements. Dans cette perspective, les choix personnels d'un leader religieux n'étaient jamais entièrement privés, car ils portaient inévitablement un message, qu'il le veuille ou non. Cette vision n'était pas nécessairement plus sévère ou plus exigeante que la première. Elle était simplement fondée sur une conception différente de la nature même du leadership spirituel. Ces deux conceptions n'étaient pas nécessairement irréconciliables, mais elles impliquaient des attentes très différentes, et pouvaient mener à des jugements radicalement opposés sur les mêmes situations concrètes. L'affaire du pasteur Marcelo avait eu le mérite, si l'on peut dire, de rendre ces divergences de conception particulièrement visibles et d'obliger chacun à réfléchir plus explicitement à ses propres convictions sur ce sujet. Au fil du temps, un autre phénomène mérita d'être noté avec attention. Des personnes qui s'étaient jusqu'alors tenues à l'écart des débats commencèrent progressivement à s'y engager. Non pas pour prendre position sur le fond de l'affaire, mais pour exprimer leur inquiétude face à la manière dont le débat lui-même se déroulait. Ces voix nouvelles apportaient une perspective différente, moins focalisée sur les détails de la situation particulière et plus attentive aux implications générales de la façon dont la communauté gérait ce type de crise. Leurs interventions soulevaient des questions importantes. Comment une communauté fondée sur des valeurs de compassion, de pardon et de respect mutuel pouvait-elle parfois se retrouver à traiter ses membres, même ceux qui occupaient des positions de responsabilité, de manière aussi dure et aussi peu nuancée, où était passé le principe fondamental qui voulait que chaque être humain méritait d'être traité avec dignité, indépendamment de ses erreurs ou de ses choix de vie. Ces questions résonnaient profondément chez certains auditeurs. Elles rappelaient des valeurs essentielles qui semblaient parfois se perdre dans la chaleur des débats et la rapidité des échanges sur les réseaux sociaux. Elles invitaient à une forme de retour aux fondamentaux, à une remise en question de la manière dont chacun participait à ces discussions et de l'impact réel que ces paroles pouvaient avoir sur des personnes réelles. Mais ces appels à la réflexion ne trouvaient pas toujours l'espace nécessaire pour être entendus pleinement. Le rythme effréné de l'information et la logique des plateformes numériques, qui favorisaient concrètement les contenus générant le plus de réactions immédiates, rendaient difficile l'émergence de voix qui cherchaient à ralentir le mouvement et à inviter à une forme de profondeur. C'est dans ce contexte que certains commencèrent à réfléchir aux responsabilités des plateformes elles-mêmes dans l'amplification de ce type de débat. Les algorithmes qui régissaient la visibilité des contenus ne favorisaient-ils pas structurellement les informations les plus sensationnelles, au détriment des analyses les plus rigoureuses? Les outils mis à disposition des utilisateurs encourageaient-ils la nuance ou la polarisation? Ces questions dépassaient largement le cadre de l'affaire du pasteur Marcelo, mais celle-ci en offrait une illustration particulièrement frappante. Progressivement, une sorte de fatigue commença à se manifester chez certains participants au débat. Après des semaines d'échanges intenses, d'analyses répétées et de spéculations sans fin, une partie du public commençait à ressentir un épuisement face à un sujet qui semblait ne jamais pouvoir trouver de conclusion satisfaisante. Cette lassitude était compréhensible. Elle était même, d'une certaine façon, salutaire. Elle a invité à une prise de distance nécessaire, à un questionnement sur la valeur réelle de continuer à investir autant d'énergie et d'attention dans une affaire dont les contours restaient aussi flous. Mais la fatigue des uns ne signifiait pas la fin du débat. D'autres, plus récemment arrivés dans la discussion ou simplement dotés d'une énergie plus grande, continuaient de s'exprimer avec la même intensité. Et de nouveaux éléments, réels ou supposés, continuaient d'alimenter régulièrement la machine à rumeurs qui semblait avoir acquis sa propre autonomie. Dans ce paysage en perpétuel mouvement, quelques certitudes simples finissaient par s'imposer à ceux qui observaient la situation avec le recul nécessaire. La première était que cette affaire, quelle que soit son issue, avait profondément marqué la communauté et laisserait des traces durables dans les mémoires et dans les relations. La deuxième était que les questions qu'elle soulevait sur la vie privée des figures publiques, sur les attentes envers les leaders religieux et sur la manière de gérer les crises à l'ère numérique n'avaient pas encore trouvé de réponse satisfaisante et continueraient de se poser. La troisième certitude, peut-être la plus importante de toutes, était que derrière tous ces débats, toutes ces analyses et toutes ces spéculations, il y avait des êtres humains. Des personnes avec leurs forces et leurs fragilités, leurs espoirs et leurs peurs, leurs erreurs et leurs aspirations.
des personnes qui méritaient d'être traitées avec la dignité et le respect dû à tout être humain, indépendamment de leur position, de leur choix ou des jugements que l'on pouvait porter sur eux. C'est peut-être cette évidence simple, parfois perdue de vue dans la chaleur des débats, qui constituait le rappel le plus précieux que cette période difficile pouvait offrir à tous ceux qui l'avaient traversée. Et c'est sur cette conviction fondamentale que beaucoup espéraient voir se construire la suite, quelle qu'elle soit, de cette histoire qui n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Car une chose demeurait certaine plus que toute autre, cette histoire n'était pas terminée. Elle continuait de s'écrire jour après jour, dans le silence des décisions privées comme dans le bruit des débats publics. Et tant qu'elle n'aurait pas trouvé sa conclusion naturelle, elle continuerait de fasciner, d'interroger et de diviser ceux qui, pour des raisons très diverses, n'arrivaient pas à en détacher leur regard. Les jours suivants apportèrent une atmosphère encore plus tendue. Dans les couloirs des églises, dans les salles de réunion et jusque dans les foyers les plus discrets, le nom du pasteur Marcelo continuait de résonner avec une intensité croissante. Ceux qui pensaient que l'affaire allait progressivement s'essouffler se trompaient lourdement. Au contraire, chaque nouveau matin semblait apporter son lot de rebondissements, de déclarations non officielles et de témoignages anonymes qui venaient alimenter une machine médiatique déjà bien lancée. Ce qui frappait le plus les observateurs attentifs, c'était la manière dont cette affaire avait réussi à transcender les frontières habituelles du débat religieux. Elle n'était plus seulement l'affaire des fidèles ou des membres de la communauté chrétienne. Elle était devenue un sujet de société à part entière, touchant des personnes qui, en temps normal, ne s'intéressaient guère aux affaires des milieux religieux. Des journalistes, des sociologues, des personnalités publiques et de simples citoyens se retrouvaient désormais à commenter, analyser et débattre d'une situation dont les contours restaient pourtant encore très flous. Parmi les nombreuses voix qui s'exprimaient, certaines se distinguaient par leur ton particulièrement engagé. Des leaders d'opinion suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux n'hésitaient plus à donner leur avis tranché sur la question. Les uns estimaient que le pasteur Marcelo avait parfaitement le droit de refaire sa vie et de prendre les décisions qui lui semblaient les plus appropriées pour son bonheur personnel. Les autres, en revanche, soutenaient que la position de guide spirituel impliquait des responsabilités particulières et que certaines décisions ne pouvaient être prises sans tenir compte de l'impact qu'elles auraient sur l'ensemble de la communauté. Cette divergence profonde révélait quelque chose d'essentiel sur la nature même du débat en cours. Il ne s'agissait plus uniquement de savoir si le pasteur Marcelo allait ou non officialiser une relation. La question avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus fondamental. Jusqu'où la vie privée d'un homme public pouvait-elle rester réellement privée, et dans quelle mesure une figure religieuse devait-elle rendre compte de ses choix personnels à ceux qui la suivaient et lui faisaient confiance ? Ces interrogations n'étaient pas nouvelles. Elles avaient traversé l'histoire des institutions religieuses depuis des siècles. Mais dans le contexte actuel, marqué par la puissance des réseaux sociaux et la circulation instantanée de l'information, elles prenaient une dimension inédite. Jamais auparavant, une telle situation n'avait pu être débattue avec une telle intensité, une telle rapidité et une telle portée. Pendant ce temps, dans l'entourage immédiat du pasteur, la situation commençait à peser lourdement. Certains proches témoignaient, sous couvert d'anonymat, d'une atmosphère de plus en plus difficile à supporter. La pression du regard public, l'accumulation des rumeurs et l'impossibilité de trouver une tranquillité suffisante pour réfléchir sereinement créaient un contexte particulièrement éprouvant. Plusieurs d'entre eux exprimaient leur lassitude face à ce qu'ils décrivaient comme une intrusion permanente dans une sphère qui aurait dû rester protégée. Mais malgré cette fatigue évidente, personne ne semblait prêt à briser le silence officiel. Les communications restaient maîtrisées, les apparitions publiques soigneusement préparées et les déclarations soigneusement évitées. Cette discipline dans la gestion de l'image publique était elle-même interprétée de 1000 façons différentes par les observateurs extérieurs. Certains y voyaient la preuve d'une grande maturité et d'un sens aigu de la communication. D'autres, au contraire, estimaient que ce silence prolongé ne faisait qu'entretenir l'incertitude et encourager les spéculations les plus folles. Au fil des semaines, un phénomène nouveau commença à se manifester. Des personnes qui n'avaient jusqu'alors jamais pris position publiquement commencèrent à s'exprimer. Des pasteurs, des responsables d'associations chrétiennes et même d'anciens membres de la communauté prirent la parole pour partager leur point de vue sur la situation. Cette multiplication des voix contribua à enrichir le débat, mais elle le rendit également plus complexe et plus difficile à suivre pour le grand public. Parmi ces nouvelles prises de parole, certaines se distinguèrent par leur caractère particulièrement réfléchi et nuancé. Plusieurs responsables religieux rappelèrent l'importance de distinguer ce qui relevait du domaine public et ce qui appartenait à la sphère privée. Ils insistèrent sur la nécessité de respecter la dignité des personnes concernées, quelle que soit la position qu'elles occupaient dans la société. Leurs interventions furent accueillies avec intérêt par une partie du public, qui y vit une bouffée d'air frais dans un débat souvent trop émotionnel. D'autres intervenants adoptèrent un ton plus direct et plus critique. Sans nommer explicitement le pasteur Marcelo, ils évoquèrent la responsabilité particulière des leaders religieux face à leur communauté. Ils rappelèrent que la confiance accordée à un guide spirituel reposait non seulement sur ses qualités intellectuelles et spirituelles, mais également sur la cohérence entre ses enseignements et ses actes. Pour eux, cette cohérence était non négociable, quelles que soient les circonstances personnelles traversées. Ces débats contradictoires finissaient par dessiner un portrait complexe de la société dans laquelle ils se déroulaient. Une société profondément attachée aux valeurs religieuses, mais également de plus en plus consciente des droits individuels et de la nécessité de respecter la vie privée de chacun.
Une société en pleine évolution, cherchant à concilier des traditions séculaires avec les réalités d'un monde moderne en perpétuel changement. Dans ce contexte, la figure du pasteur Marcelo devenait presque secondaire. Il était devenu le symbole involontaire d'un débat beaucoup plus large, celui de la place du religieux dans la sphère publique, celui des attentes que la société projette sur ces figures d'autorité spirituelle, et celui des limites entre l'exemplarité attendue et l'humanité incontournable de tout être humain, aussi influent soit-il. Certains commentateurs commencèrent d'ailleurs à souligner cette dimension symbolique de l'affaire. Pour eux, ce qui se jouait autour du pasteur Marcelo n'était pas simplement une question de mariage ou de relations personnelles. C'était le reflet d'une tension profonde qui traversait l'ensemble des sociétés contemporaines. Comment concilier l'idéal avec le réel, l'attendu avec le vécu, le public avec le privé? Cette lecture plus philosophique du débat ne fut pas du goût de tout le monde. Nombreux étaient ceux qui estimaient que l'on cherchait à intellectualiser inutilement une situation qui restait avant tout très concrète et très humaine. Pour eux, au-delà des grands discours, il s'agissait simplement de savoir ce qu'il en était réellement et d'obtenir des réponses claires aux questions qui se posaient depuis des semaines. Cette tension entre ceux qui voulaient aller au fond des choses et ceux qui préféraient maintenir une certaine distance analytique caractérisa une grande partie des échanges qui se multiplièrent au cours de cette période. Elle montrait à quel point cette affaire avait réussi à toucher des cordes très différentes chez des personnes aux sensibilités et aux attentes très variées. Un autre élément commença progressivement à attirer l'attention des observateurs les plus avisés. Au-delà du contenu des débats eux-mêmes, la forme que prenaient ces échanges disait beaucoup sur l'état des relations au sein de la communauté chrétienne. La manière dont certains s'exprimaient, le ton parfois très dur utilisé pour critiquer ou défendre, les jugements rapides portés sur des situations mal connues, tout cela révélait des fractures préexistantes que l'affaire du pasteur Marcelo n'avait fait que mettre en lumière. Des tensions entre générations, entre courants théologiques différents, entre communautés aux pratiques et aux valeurs parfois divergentes se manifestaient à travers les commentaires et les prises de position. Ce qui semblait au départ une affaire personnelle devenait ainsi le révélateur d'un état de santé plus général de la communauté chrétienne, avec ses forces, ses contradictions et ses zones de vulnérabilité. Certains leaders religieux commencèrent à en prendre conscience et à exprimer leur inquiétude face à cette situation. Ils appelaient à une forme de réconciliation, à un effort collectif pour éviter que les divisions ne s'approfondissent davantage. Leurs appels trouvèrent un écho favorable chez certains, mais restèrent ignorés par d'autres, trop engagés dans leur position pour envisager un quelconque rapprochement. Pendant ce temps, une information nouvelle vint s'ajouter à la masse déjà considérable de ce qui circulait. Selon des sources dont personne ne pouvait vérifier la fiabilité, des réunions auraient eu lieu entre différentes parties concernées par l'affaire. Des personnes proches du pasteur Marcelo auraient cherché à trouver des solutions pour gérer au mieux une situation devenue particulièrement délicate. Là encore, aucune confirmation officielle ne vint valider ou démentir ces informations. Cette nouvelle couche d'incertitude contribua à maintenir le niveau d'intérêt du public à un niveau élevé. Chaque information partielle, chaque indice supplémentaire était immédiatement saisi, analysé et commenté par des milliers de personnes avides de comprendre ce qui se passait réellement. L'affaire semblait avoir développé sa propre logique, sa propre dynamique, indépendante de toute volonté particulière. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs développements vinrent enrichir encore davantage ce tableau déjà très complexe. Des personnalités publiques, qui avaient jusqu'alors gardé le silence, commencèrent à prendre position, ajoutant leur voix à un concert déjà très nourri. Des témoignages inédits firent surface, apportant des éclairages nouveaux sur certains aspects de la situation. Des analyses approfondies furent publiées, cherchant à replacer l'affaire dans un contexte plus large et à en comprendre les enjeux véritables. Tout cela contribuait à donner à l'affaire une dimension de plus en plus importante. Ce qui avait commencé comme un simple sujet de rumeur locale était devenu un véritable phénomène de société, discuté bien au-delà des frontières de la communauté chrétienne, bien au-delà même des frontières géographiques où tout avait commencé. Et pourtant, au cœur de toute cette agitation, une réalité simple et fondamentale demeurait. Des êtres humains, avec leurs espoirs, leurs doutes, leurs erreurs et leurs aspirations, se retrouvaient au centre d'un tourbillon qu'ils n'avaient peut-être pas souhaité. La question de savoir comment construire ou reconstruire sa vie, comment trouver l'équilibre entre ses responsabilités publiques et ses besoins personnels, comment avancer malgré le regard parfois impitoyable du monde extérieur, tout cela restait profondément humain, universel et digne de compassion. C'est peut-être cette dimension fondamentalement humaine qui expliquait en partie pourquoi l'affaire continuait de fasciner autant. Au-delà des jugements, des spéculations et des débats, elle touchait à quelque chose d'essentiel. La complexité de l'existence humaine, la difficulté de naviguer entre les attentes des autres et ses propres besoins, et la question éternelle de savoir comment vivre une vie authentique dans un monde qui observe, commente et juge en permanence. Alors que les observateurs continuaient de suivre attentivement l'évolution de la situation, une certitude s'imposait peu à peu. Quelle que soit l'issue de cette affaire, elle aurait laissé des traces profondes. Dans les mémoires, dans les débats, et dans la manière dont la communauté chrétienne allait désormais aborder les questions touchant à la vie privée de ses leaders, quelque chose avait changé de façon irréversible. Et c'est peut-être cela, finalement, qui constituait le véritable héritage de cette période agitée. Non pas une réponse définitive aux questions posées, mais une prise de conscience collective de la nécessité d'aborder ces sujets avec plus de profondeur, plus de nuances et surtout plus d'humanité.
Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange impression d'attente. Rien de véritablement spectaculaire ne semblait se produire en surface, et pourtant chacun avait le sentiment que quelque chose se préparait. Cette sensation diffuse était difficile à expliquer. Elle ne reposait sur aucun fait précis, sur aucune information vérifiable. Elle naissait simplement de l'observation attentive des comportements, des silences et des réactions de ceux qui étaient directement ou indirectement liés à l'affaire. Dans de nombreuses conversations, un même constat revenait régulièrement. La situation avait atteint un point où les déclarations publiques semblaient avoir perdu une grande partie de leur efficacité. Chaque nouvelle prise de parole était immédiatement analysée, disséquée, commentée puis contestée. Les mots aussi soigneusement choisis soient-ils semblaient incapables de produire l'effet apaisant que certains espéraient encore. Cette réalité poussait plusieurs observateurs à s'interroger sur la nature même de la crise qui traversait la communauté. Était-elle encore liée aux événements initiaux ou était-elle devenue autre chose ? Une question plus large, plus profonde concernant la confiance collective et la manière dont une communauté réagit lorsqu'elle est confrontée à l'incertitude. Au fil des semaines, cette deuxième hypothèse paraissait de plus en plus crédible. Les discussions n'en étaient plus uniquement sur les faits. Elles s'étendaient désormais à des sujets beaucoup plus vastes, la responsabilité morale, le rôle des dirigeants spirituels, les attentes du public, les limites de la vie privée et la place des réseaux sociaux dans la construction de l'opinion. Pendant ce temps, les activités habituelles et continuelles, les réunions, les enseignements et les projets communautaires se poursuivaient avec une régularité presque rassurante. Pour de nombreuses personnes, cette continuité constituait une forme de refuge. Elle rappelait que la vie collective ne pouvait pas être entièrement définie par une controverse, aussi importante soit-elle. Cependant, derrière cette apparente normalité, des tensions persistaient. Elles étaient souvent discrètes mais suffisamment présentes pour être ressenties. Certains évitaient certains sujets de conversation. D'autres préféraient limiter leurs interactions afin d'échapper aux débats incessants. Quelques-uns, autrefois très engagés dans la vie communautaire, commencèrent même à prendre leur distance. Ces évolutions inquiétaient plusieurs responsables qui comprenaient que les conséquences les plus importantes d'une crise ne sont pas toujours visibles immédiatement. Les divisions profondes mettent parfois des mois, voire des années, avant de révéler pleinement leurs effets. Face à cette situation, diverses initiatives furent mises en place pour encourager le dialogue et la réconciliation. Des rencontres informelles furent organisées. Des espaces d'écoute furent proposés. L'objectif n'était pas de convaincre qui que ce soit d'adopter une position particulière, mais simplement de permettre aux personnes concernées d'exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes dans un cadre respectueux. Les résultats furent mitigés mais néanmoins encourageants. Certaines incompréhensions purent être clarifiées. Des tensions personnelles furent apaisées. Des relations qui semblaient sérieusement compromises commencèrent à se reconstruire progressivement. Mais il restait évident que les blessures les plus profondes nécessiteraient davantage de temps. Parallèlement à ces efforts, un autre phénomène attirait l'attention des observateurs. Une partie du public commençait à se lasser des polémiques permanentes. Après des mois de débats, beaucoup exprimaient une forme de fatigue émotionnelle. Ils avaient le sentiment que les discussions tournaient en rond, et qu'aucune avancée significative ne se produisait malgré l'énergie considérable investie par les différents acteurs. Cette lassitude se manifestait de plusieurs façons. Certains réduisaient leur présence sur les réseaux sociaux. D'autres choisissaient délibérément d'ignorer les nouvelles publications liées à l'affaire. Quelques-uns allaient même jusqu'à exprimer publiquement leur souhait de voir le débat prendre fin afin que chacun puisse retrouver une forme de sérénité. Pourtant, malgré cette fatigue croissante, l'intérêt général ne disparaissait pas complètement. Chaque nouvelle information continuait de susciter des réactions importantes. Chaque déclaration était encore largement relayée. Chaque rumeur trouvait rapidement son chemin vers un public attentif. Cette situation paradoxale révélait à quel point l'affaire avait profondément marqué les esprits. Au cours de cette période, plusieurs spécialistes des médias et de la communication commencèrent à analyser publiquement le phénomène. Ils soulignaient que les controverses modernes suivent souvent des trajectoires imprévisibles. Contrairement aux crises du passé, qui dépendaient principalement des médias traditionnels, les débats contemporains sont alimentés par une multitude de plateformes et d'acteurs capables de produire et de diffuser du contenu à tout moment. Cette transformation modifie profondément la manière dont les événements évoluent. Une histoire n'a plus nécessairement besoin de nouveaux faits pour continuer d'exister dans l'espace public. Les interprétations, les réactions et les commentaires suffisent parfois à maintenir l'attention pendant de longues périodes. L'affaire du pasteur Marcelo semblait illustrer parfaitement cette réalité. De nombreuses personnes qui observaient la situation avec recul commencèrent alors à tirer des leçons plus générales de cette expérience. Elles comprenaient que les outils numériques offrent des possibilités extraordinaires de communication, mais qu'ils créent également des défis considérables. La vitesse de circulation de l'information rend souvent difficile la vérification des faits. Les émotions se propagent plus rapidement que les analyses nuancées. Les réactions instantanées prennent fréquemment le dessus sur la réflexion approfondie. Ces constats conduisirent certains leaders religieux à engager une réflexion sur les pratiques de communication au sein de leurs organisations. Comment informer sans alimenter les spéculations ? Comment répondre aux interrogations légitimes sans entrer dans une logique de confrontation permanente ? Comment préserver la confiance lorsque l'environnement médiatique favorise souvent la méfiance et la polarisation ? Aucune réponse simple n'émergea de ces discussions. Mais le simple fait que ces questions soient posées représentait déjà une avancée importante. Peu à peu, un changement subtil commença à apparaître dans l'état d'esprit général. Les certitudes absolues, autrefois si fréquentes, semblaient devenir plus rares.
Beaucoup réalisaient que la réalité était probablement plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Cette prise de conscience n'effaçait pas les divergences d'opinion, mais elle encourageait parfois davantage d'humilité dans les jugements. Cette évolution restait fragile. Il suffisait qu'un nouvel élément surgisse pour raviver instantanément les tensions. Et justement, certains signaux laissaient penser que de nouveaux développements pourraient bientôt voir le jour. Des personnes proches du dossier évoquaient discrètement l'existence d'informations qui n'avaient pas encore été rendues publiques. D'autres affirmaient que plusieurs décisions importantes étaient en cours de préparation. Personne ne savait exactement ce qui allait se produire, ni quand cela arriverait. Mais une impression commune se renforçait progressivement. L'histoire n'était pas terminée. Elle semblait donc au contraire entrer dans une nouvelle phase dont personne ne pouvait encore mesurer toutes les conséquences. Les semaines à venir promettaient d'être décisives. Et tandis que les débats continuaient, que les opinions s'affrontaient et que les spéculations se multipliaient, une vérité demeurait incontestable. Derrière les discussions publiques, les analyses et les controverses, des êtres humains continuaient de vivre cette situation au quotidien. Leurs émotions, leurs doutes, leurs espoirs et leurs inquiétudes restaient bien réels. C'était peut-être cette réalité humaine, souvent oubliée dans le tumulte des commentaires et des prises de position, qui méritait le plus d'être rappelée. Car quelles que soient les conclusions auxquelles chacun finirait par parvenir, quelles que soient les révélations qui pourraient encore survenir, quelles que soient les décisions qui seraient prises dans les mois à venir, la manière dont les personnes concernées seraient traitées resterait l'un des critères les plus importants pour évaluer cette période complexe. Et c'est précisément cette question qui continuerait d'accompagner tous ceux qui observaient attentivement l'évolution de cette histoire, encore loin d'avoir livré son dernier chapitre. Alors que cette nouvelle phase semblait s'ouvrir, un changement presque imperceptible commença à se produire dans les esprits. Après des mois d'agitation, de débats et de prises de position parfois passionnées, de nombreuses personnes éprouvaient le besoin de comprendre plutôt que de juger. Cette évolution ne concernait pas tout le monde, mais elle était suffisamment visible pour attirer l'attention de ceux qui observaient attentivement les dynamiques de la communauté. Ce désir de compréhension s'accompagnait d'une prise de conscience progressive. Beaucoup réalisaient que les informations auxquelles ils avaient eu accès jusque-là ne représentaient qu'une partie d'une réalité beaucoup plus vaste. Derrière chaque déclaration publique se trouvaient des conversations privées. Derrière chaque décision visible existaient des réflexions, des hésitations et parfois des souffrances qui échappaient totalement au regard extérieur. Cette complexité rendait les conclusions définitives de plus en plus difficiles à soutenir. Dans plusieurs cercles de discussion, des personnes qui avaient auparavant défendu leur position avec une grande certitude commencèrent à exprimer davantage de prudence. Elles ne changeaient pas nécessairement d'avis, mais elles reconnaissaient qu'il demeurait de nombreuses zones d'ombre. Cette évolution était importante car elle contribuait à réduire, au moins partiellement, le climat de confrontation qui avait dominé les échanges pendant si longtemps. Cependant, tout le monde ne partageait pas cette approche plus nuancée. D'autres continuaient à considérer que l'affaire devait impérativement déboucher sur des réponses claires et des décisions fermes. À leurs yeux, prolonger indéfiniment les discussions sans parvenir à une conclusion risquait d'affaiblir davantage la confiance de la communauté. Ils estimaient que certaines situations exigent des positions explicites, même lorsque toutes les informations ne sont pas disponibles. Ces deux sensibilités coexistaient désormais au sein du même espace collectif. L'une privilégiait la patience et la prudence. L'autre insistait sur la nécessité d'agir et de clarifier les choses. Entre ces deux approches, l'équilibre demeurait fragile. Pendant ce temps, la figure du pasteur Marcelo continuait d'occuper une place particulière dans l'imaginaire collectif. Même lorsque les discussions semblaient s'éloigner de sa personne pour aborder des questions plus générales, son nom revenait inévitablement au centre des conversations. Il était devenu, malgré lui, le symbole d'interrogation qui dépassait largement sa situation personnelle. Cette réalité soulevait une autre question importante. Dans quelle mesure une personne peut-elle continuer à être perçue comme un individu lorsqu'elle devient le sujet d'un débat public de grande ampleur ? Plusieurs observateurs soulignaient que ce phénomène n'était pas nouveau. L'histoire est remplie d'exemples où des hommes et des femmes ont été transformés en symboles représentant des causes, des valeurs ou des controverses qui les dépassaient largement. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette transformation semblait se produire plus rapidement et avec une intensité beaucoup plus forte. Chaque publication, chaque commentaire et chaque rumeur contribuait à construire une image parfois très éloignée de la réalité vécue par les principaux concernés. Cette réflexion conduisit certains membres de la communauté à adopter une attitude différente. Plutôt que de participer activement aux polémiques, ils choisirent de se concentrer sur des actions concrètes, soutenir les personnes en difficulté, renforcer les liens communautaires et encourager les initiatives favorisant le dialogue. Leur objectif n'était pas d'ignorer les problèmes, mais de rappeler que la vie collective ne pouvait pas être réduite à une seule affaire, aussi importante soit-elle. Ces initiatives eurent un impact positif. Elles permirent à plusieurs personnes de retrouver un sentiment d'appartenance qui avait été fragilisé par les tensions précédentes. Elles montrèrent également qu'il existait des moyens de traverser une crise sans se laisser entièrement définir par elle. Malgré cela, les interrogations fondamentales demeuraient. Les réponses attendues n'étaient toujours pas arrivées. Les spéculations continuaient, les analyses se poursuivaient, et le public restait attentif au moindre développement.
Au fil des jours, une autre réalité commença toutefois à apparaître. Les personnes directement impliquées dans l'affaire semblaient elles-mêmes ressentir les effets de cette longue période d'exposition. L'usure émotionnelle devenait perceptible. Les mois de pression constante, d'observation permanente et de commentaires incessants laissaient inévitablement des traces. Cette fatigue n'était pas seulement individuelle, elle touchait également les proches, les familles et les amis qui vivaient indirectement les conséquences de la situation. Pour eux aussi, chaque nouvelle rumeur pouvait devenir une source d'inquiétude. Chaque nouvelle publication pouvait raviver des blessures que le temps commençait à peine à refermer. Cette dimension humaine rappelait que derrière les débats publics se trouvaient des réalités personnelles souvent invisibles. Plusieurs voix insistèrent alors sur l'importance de ne pas perdre de vue cette perspective. Elles rappelaient que la compassion ne signifie pas l'absence de responsabilité. Elle signifie simplement que même lorsque des désaccords existent, même lorsque des questions demeurent sans réponse, chacun mérite d'être traité avec dignité. Ce message trouva un écho croissant auprès d'une partie du public. Sans mettre fin aux divergences, il contribua à modifier progressivement le ton de certaines discussions. Les échanges les plus constructifs ne cherchaient plus uniquement à déterminer qui avait raison ou tort, mais elle ouvrait une possibilité. Il tentait également de réfléchir aux enseignements que cette période pouvait laisser pour l'avenir. Comment prévenir ce type de crise ? Comment mieux gérer les situations sensibles ? Comment protéger à la fois la vérité, la justice et la cohésion communautaire ? Ces questions continuaient d'alimenter de nombreuses réflexions, et plus le temps passait, plus elles semblaient importantes. Car au-delà de l'affaire elle-même, beaucoup comprenaient désormais que les réponses apportées aujourd'hui influenceraient la manière dont les crises futures seraient abordées. Ainsi, tandis que certains attendaient encore des révélations ou des décisions majeures, d'autres commençaient déjà à regarder plus loin. Ils réfléchissaient aux changements nécessaires, aux leçons à retenir, aux erreurs à éviter, aux valeurs à préserver. Cette perspective nouvelle ne supprimait pas les incertitudes, mais elle offrait un horizon différent. Un horizon tourné vers la reconstruction plutôt que vers la confrontation, vers la compréhension plutôt que vers l'accusation, vers l'avenir plutôt que vers le seul examen du passé. Pourtant, malgré cette évolution encourageante, un sentiment persistait chez de nombreux observateurs. L'impression qu'un chapitre essentiel de cette histoire restait encore à écrire, comme si les événements n'avaient révélé jusqu'à présent qu'une partie de leur véritable portée, comme si certaines réponses attendaient encore leur moment pour émerger. Cette intuition était peut-être fondée, ou peut-être n'était-elle que le reflet de l'incertitude qui accompagnait l'affaire depuis ses débuts. Quoi qu'il en soit, elle continuait d'alimenter l'attention de ceux qui suivaient son évolution. Et pendant que les jours s'écoulaient, une certitude demeurait plus forte que toutes les autres. L'histoire n'avait pas encore livré son dernier enseignement. Les prochaines semaines allaient probablement apporter de nouvelles questions, de nouveaux défis, et peut-être aussi de nouvelles occasions de comprendre ce qui s'était réellement joué derrière les apparences. Mais quelles que soient les révélations à venir, une chose semblait désormais acquise pour beaucoup. Aucune communauté ne sort indemne d'une crise de cette ampleur. La véritable question n'était donc plus seulement de savoir comment cette affaire se terminerait. Elle était aussi de comprendre ce que chacun choisirait d'en faire lorsque le tumulte finirait enfin par s'apaiser. À mesure que les semaines continuaient de s'écouler, un phénomène inattendu commença à attirer l'attention de plusieurs observateurs. Alors que les débats publics demeuraient intenses, une partie de la communauté semblait silencieusement engagée dans un travail de réflexion beaucoup plus profond. Loin des commentaires visibles et des discussions les plus médiatisées, des hommes et des femmes prenaient le temps de réexaminer leurs propres convictions, leurs réactions et la manière dont ils avaient vécu cette période particulièrement troublée. Cette démarche personnelle n'était pas toujours facile. Pour certains, elle impliquait de reconnaître qu'ils avaient parfois accordé trop rapidement leur confiance à certaines informations sans en vérifier la source. Pour d'autres, elle signifiait admettre qu'ils avaient porté des jugements sévères sur des personnes dont ils ne connaissaient finalement qu'une infime partie de la réalité. D'autres encore découvraient avec surprise à quel point les émotions collectives peuvent influencer les perceptions individuelles. Ces prises de conscience n'effaçaient pas les divergences d'opinion, mais elles contribuaient à instaurer un climat légèrement différent. Un climat dans lequel la certitude absolue commençait progressivement à céder la place à une forme d'humilité. Pendant ce temps, plusieurs responsables religieux poursuivaient leurs efforts pour accompagner les membres de leur communauté. Ils comprenaient que la crise ne se limitait pas à quelques événements particuliers, elle révélait également des fragilités plus profondes qui existaient parfois depuis longtemps sans avoir été véritablement identifiées. Les discussions qui émergeaient de ces rencontres étaient souvent riches d'enseignements. On y parlait de confiance, de responsabilité, de transparence, mais aussi de la difficulté de vivre sa foi dans une époque où l'information circule à une vitesse vertigineuse et où chaque événement peut être commenté instantanément par des milliers de personnes. Ces réflexions dépassaient largement le cadre de l'affaire elle-même, elle touchait à des questions fondamentales qui concernaient l'ensemble des communautés religieuses contemporaines. Comment préserver l'unité sans étouffer les débats légitimes? Comment encourager la vérité sans favoriser les accusations injustifiées? C'est comment maintenir la confiance lorsque l'incertitude devient omniprésente? Aucune réponse simple ne semblait émerger. Pourtant, le simple fait que ces questions soient posées témoignait déjà d'une volonté de progresser. Dans le même temps, les réseaux sociaux continuaient de jouer leur rôle paradoxal. D'un côté, ils permettaient à des personnes éloignées géographiquement de participer aux discussions et de partager leurs points de vue. De l'autre, ils contribuaient parfois à amplifier les tensions et à renforcer les malentendus. Chaque nouvelle publication devenait potentiellement le point de départ d'une nouvelle controverse.
Chaque phrase pouvait être interprétée de multiples façons. Chaque silence pouvait susciter davantage de spéculation qu'une déclaration complète. Cette réalité rendait la communication particulièrement délicate. Certaines personnes choisirent d'abord de réduire volontairement leur présence en ligne. Elles estimaient qu'il devenait difficile de participer à des échanges constructifs dans un environnement où la rapidité des réactions prenait souvent le dessus sur la réflexion. D'autres firent le choix inverse. Elles décidèrent de rester présentes afin d'encourager davantage de modération et de nuances dans les discussions. Ces stratégies différentes reflétaient la diversité des sensibilités au sein de la communauté. Malgré leurs désaccords, beaucoup partageaient néanmoins un même souhait, voir émerger progressivement un climat plus apaisé. Cependant, cet apaisement restait fragile. Il suffisait parfois d'une simple rumeur pour raviver des tensions que l'on croyait sur le point de disparaître. Cette fragilité démontrait à quel point les blessures provoquées par la crise étaient encore présentes sous la surface. Même lorsque les échanges semblaient redevenir sereins, une forme de méfiance persistait chez certains, une méfiance discrète mais réelle, comme si chacun craignait que de nouveaux événements viennent remettre en question les efforts accomplis jusqu'alors. Face à cette situation, plusieurs médiateurs informels poursuivaient leur travail avec patience. Ils savaient que la reconstruction de la confiance ne pouvait pas être obtenue par une simple déclaration ou une décision administrative. Elle nécessitait du temps. Beaucoup de temps. Elle exigeait également des gestes concrets, répétés et cohérents. Car la confiance se gagne lentement mais peut se perdre très rapidement. Cette vérité semblait désormais comprise par un nombre croissant de personnes. Au fil des mois, certains commencèrent même à considérer que l'un des principaux enseignements de cette période résidait précisément dans cette prise de conscience. Les crises révèlent souvent ce qui était invisible auparavant. Elles mettent en lumière les forces autant que les faiblesses. Elles exposent les convictions profondes, mais aussi les fragilités humaines. Et parfois, malgré les souffrances qu'elles provoquent, elles offrent également l'occasion d'apprendre et de grandir collectivement. Cette perspective ne faisait évidemment pas l'unanimité. Pour ceux qui avaient été directement touchés par les événements, les blessures restaient bien réelles. Les conséquences personnelles, relationnelles ou émotionnelles ne disparaissaient pas simplement parce que certains y voyaient une occasion d'apprentissage. Mais même parmi les plus affectés, quelques voix commençaient à exprimer l'espoir qu'un sens positif puisse un jour émerger de cette expérience difficile. Cet espoir demeurait discret, presque fragile, pourtant qu'il existait. Et dans les périodes de crise, l'existence même d'un espoir, aussi modeste soit-il, peut représenter une ressource précieuse. Pendant ce temps, les observateurs les plus attentifs remarquaient un autre changement. Les conversations se concentraient de moins en moins sur les rumeurs les plus spectaculaires. Elles portaient davantage sur les conséquences concrètes de la situation et sur les moyens d'y répondre. Cette évolution marquait peut-être le début d'une nouvelle étape. Une étape où l'énergie collective serait moins consacrée aux spéculations et davantage orientée vers la reconstruction. Rien ne garantissait toutefois que cette transition serait simple. Les habitudes acquises au cours des mois précédents demeuraient puissantes. La tentation de revenir aux polémiques restait présente. Les réseaux sociaux continuaient de favoriser les contenus les plus émotionnels. Et certaines personnes conservaient un intérêt marqué pour les aspects les plus controversés de l'affaire. Malgré tout, quelque chose semblait évoluer. Lentement, progressivement, presque imperceptiblement. Comme si la communauté commençait à comprendre que son avenir dépendrait moins des réponses définitives à toutes les questions que de sa capacité à continuer d'avancer malgré les incertitudes. Cette prise de conscience n'effaçait pas les interrogations, elle ne supprimait pas les désaccords, elle ne garantissait pas non plus une réconciliation immédiate. La possibilité que cette période difficile ne soit pas seulement une source de division durable, la possibilité qu'elle devienne également une occasion de renforcer certaines valeurs essentielles. Le respect, l'écoute, la patience, la vérité, la compassion. À mesure que cette idée gagnait du terrain, certains commencèrent à regarder l'avenir avec davantage de sérénité. Non parce que tous les problèmes ont été résolus, mais parce qu'ils comprenaient qu'aucune communauté n'est définie uniquement par ses crises. Elle est également définie par la manière dont elle choisit d'y répondre. Et c'est précisément cette réponse collective qui allait désormais écrire les prochains chapitres d'une histoire dont l'issue restait encore largement inconnue. Une histoire qui continuait d'interroger, de surprendre et parfois de diviser. Mais une histoire qui révélait aussi, jour après jour, la capacité des êtres humains à chercher la compréhension même au cœur de la confusion, à préserver l'espérance malgré les difficultés et à continuer d'avancer lorsque les certitudes viennent à manquer. Peut-être était cela, finalement, l'enseignement le plus précieux de toute cette période, et peut-être que les années à venir permettraient d'en mesurer pleinement la portée. Alors que beaucoup avaient le sentiment que la situation entrait progressivement dans une phase de stabilisation, un nouvel élément vint rappeler à quel point les équilibres restaient fragiles. Il ne s'agissait pas d'une révélation spectaculaire ni d'un événement capable de bouleverser instantanément l'ensemble du dossier. Au contraire, ce qui attira l'attention était beaucoup plus subtil. Certaines personnes commencèrent à remarquer que les conversations évoluaient encore. Pendant longtemps, les débats avaient été dominés par les mêmes interrogations, les mêmes accusations et les mêmes hypothèses. Désormais, d'autres questions apparaissaient progressivement. Elles étaient moins centrées sur les événements eux-mêmes et davantage orientées vers leurs conséquences à long terme. Que restera-t-il de cette période dans 5 ans ? Comment les jeunes générations percevront-elles cette crise lorsqu'elles en entendront parler plus tard ? Quelles leçons les responsables religieux choisiront-ils de transmettre à ceux qui leur succéderont ? Ces interrogations marquaient une évolution importante. Elles témoignaient d'un déplacement du regard collectif.
Peu à peu, certains observateurs semblaient moins préoccupés par la recherche immédiate de réponses que par la compréhension globale de ce qui s'était produit. Cette démarche permit l'émergence de nombreuses réflexions. Plusieurs personnes soulignèrent notamment que les crises révèlent souvent des réalités qui existaient déjà avant leur apparition. Elles ne créent pas nécessairement les tensions. Elles les rendent simplement visibles. Selon cette analyse, les débats sociaux qui avaient fait traverser la communauté ne seraient pas apparus uniquement à cause des événements récents. Et ils seraient également le reflet de questions plus anciennes qui n'avaient jamais été complètement résolues. Des attentes différentes concernant le leadership. Des conceptions parfois opposées de la responsabilité, des visions divergentes de la transparence. Toutes ces questions existaient depuis longtemps. La crise n'aurait fait que les placer sous les projecteurs. Cette idée trouva un écho important auprès de plusieurs responsables. Elle les encouragea à engager des discussions plus approfondies sur l'avenir de leurs institutions et sur les ajustements qui pourraient être nécessaires. Dans certaines communautés, des groupes de réflexion furent même créés afin d'examiner ces sujets avec davantage de recul. L'objectif n'était pas de réécrire le passé, il était de mieux préparer l'avenir. Pendant ce temps, la vie quotidienne suivait son cours. Les célébrations religieuses continuaient. Les projets sociaux se poursuivaient. Les familles continuaient à partager leurs joies, leurs préoccupations et leurs espoirs. Cette continuité rappelait une vérité souvent oubliée au cœur des grandes controverses. La majorité des personnes poursuivent leur existence malgré les tempêtes médiatiques. Elles continuent à travailler, à éduquer leurs enfants, à soutenir leurs proches, à construire des projets, à rêver de jours meilleurs. Cette réalité ordinaire possédait une force particulière. Elle démontrait que même lorsque les débats occupent une place importante dans l'espace public, ils ne peuvent pas entièrement définir la vie des individus. Cependant, les traces laissées par les événements demeuraient visibles. Certaines relations avaient changé. Certaines amitiés avaient été mises à l'épreuve. Certaines blessures restaient ouvertes. La reconstruction avançait, mais elle avançait lentement, très lentement. Plusieurs personnes comparaient cette situation à celle d'un arbre ayant traversé une violente tempête. L'arbre demeure debout, ses racines restent solides, mais certaines branches ont été fragilisées, certaines feuilles ont disparu, et il lui faut du temps pour retrouver toute sa vigueur. Cette image parlait à beaucoup. Elle reflétait à la fois les difficultés traversées et l'espoir d'un renouveau progressif. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs témoignages commencèrent à circuler. Non pas des témoignages destinés à alimenter les polémiques, mais des récits personnels évoquant les leçons apprises durant cette période. Certaines personnes racontaient comment elles avaient découvert l'importance de vérifier les informations avant de les partager. D'autres expliquaient avoir compris combien les mots peuvent avoir des conséquences profondes lorsqu'ils sont diffusés publiquement. D'autres encore décrivaient leur prise de conscience concernant la fragilité de la réputation et la nécessité de faire preuve de prudence avant de porter des jugements. Ces témoignages contribuaient à enrichir la réflexion collective. Ils rappelaient que derrière les grands débats se cachent toujours des expériences humaines singulières, des histoires personnelles, des émotions réelles, des parcours parfois bouleversés. Plus le temps passait, plus cette dimension humaine reprenait sa place au centre des discussions. Ce changement était significatif. Car durant les périodes de forte tension, il est fréquent que les personnes soient réduites à des rôles, à des étiquettes ou à des symboles. La complexité de leur parcours disparaît alors derrière les récits simplifiés produits par les débats publics. Retrouver cette complexité représentait une étape essentielle vers une compréhension plus équilibrée de la situation. Dans le même temps, plusieurs observateurs remarquaient que l'intérêt médiatique commençait à évoluer. Les sujets qui dominaient autrefois les conversations perdaient progressivement leur caractère exceptionnel. De nouvelles actualités occupaient désormais l'attention du public. De nouvelles controverses apparaissaient ailleurs. De nouveaux débats mobilisaient les réseaux sociaux. Cette évolution était prévisible. L'attention collective se déplace constamment. Aucun sujet ne reste éternellement au centre des préoccupations. Pour certains, ce déplacement constituait un soulagement. Pour d'autres, il laissait un sentiment d'inachevé. Car même si l'intérêt médiatique diminuait, toutes les questions n'avaient pas trouvé de réponse. Toutes les blessures n'avaient pas cicatrisé, tous les désaccords n'avaient pas disparu. Mais peut-être fallait-il accepter cette réalité. Toutes les histoires ne se terminaient pas par une conclusion parfaitement claire. Certaines laissent derrière elles des interrogations persistantes, des nuances difficiles à résumer, des zones d'ombre qui continuent d'alimenter les réflexions longtemps après la fin des événements. Cette possibilité commençait à être envisagée par un nombre croissant de personnes, non comme un échec, mais c'est comme une caractéristique inévitable de certaines situations humaines, car la vie réelle est rarement aussi simple que les récits que l'on construit pour la raconter. Elle est faite de contradictions, de complexité, de perspectives différentes. Et parfois, accepter cette réalité constitue déjà une forme de sagesse. À mesure que cette idée gagnait du terrain, le climat général semblait devenir légèrement plus apaisé. Les discussions demeuraient présentes. Les opinions restaient diverses. Mais l'intensité émotionnelle qui avait caractérisé les périodes les plus tendues paraissait diminuer. Ce changement n'était pas spectaculaire. Il ressemblait davantage à un lent retour vers l'équilibre. Un équilibre imparfait. Fragile. Mais réel. Et tandis que les jours continuaient de s'écouler, beaucoup comprenaient peu à peu que la véritable conclusion de cette histoire ne dépendrait pas uniquement des faits qui seraient révélés ou des décisions qui seraient prises. Elle dépendrait également de la manière dont chacun choisirait de se souvenir de cette période, comme une simple controverse.
comme une crise douloureuse, ou comme une occasion d'apprendre quelque chose d'essentiel sur la vérité, la responsabilité, la compassion et la condition humaine. Cette question restait ouverte, et c'était peut-être précisément ce qui rendait cette histoire si particulière. Même lorsque les événements semblaient ralentir, elle continuait à interroger ceux qui avaient pris le temps de l'observer attentivement. Car certaines histoires ne s'achevaient pas véritablement lorsqu'elles disparaissent de l'actualité. Elles continuent à vivre dans les réflexions qu'elles inspirent, dans les décisions qu'elles influencent et dans les leçons qu'elles laissent derrière elles. Et celles-ci semblaient destinées à suivre ce chemin encore longtemps.